La suite des événements qui se sont déroulés après 15 heures environ, jusqu'au moment où il est entré dans l'eau, c'est ce qui reste un mystère. Une fête du 4 juillet à la plage tourne au drame lorsque Nolan Wells, 18 ans, disparaît. Si vous allez vers Horn Island, je vous demande d'ouvrir l'œil si vous voyez Nolan Wells, 18 ans. Son corps est retrouvé sur la plage quelques jours plus tard, soulevant question après question. Pourquoi ce gamin leur aurait-il laissé le téléphone portable si c'est vraiment ce qui s'est passé? Mais il est clair qu'il s'est écoulé une période de temps significative entre le départ du bateau, la dernière fois que Nolan a été vu, et le moment où ce bateau est revenu à son propriétaire d'origine. Ce qu'on nous a dit n'a aucun sens. Maintenant, la famille et le monde entier exigent des réponses. Et nous parlons du Sud profond. Nous parlons d'une période politique très tendue. Nous parlons d'un jeune noir avec plusieurs jeunes blancs. Il existe un scénario dans lequel il pourrait potentiellement y avoir quelque chose à cacher. Voici tout ce que nous savons jusqu'à présent, une chronologie complète de la mort de Nolan Wells. Voici Scandale, présenté par Law and Crime. Je suis Sierra Gillespie. Le 4 juillet est censé être un moment de célébration avec la famille et les amis. Cette année, pour le 250e anniversaire de l'Amérique, la fête était encore plus grande. Je veux dire, c'est une excuse pour sortir, faire un barbecue, boire un peu, voire aller à la plage. C'est ce qu'ont fait Nolan Wells, 18 ans, et ses amis. Ils sont partis vers une petite île au large des côtes du Mississippi. Et d'après tout le monde, la journée avait bien commencé. C'était amusant. Nolan aurait même craqué pour une fille à un moment, une petite amourette d'été légère et innocente. Mais vous regardez Scandale, et cela signifie que notre histoire ne s'arrête pas là. Ce n'est que le début. Avec cela, un mystère auquel nous n'avons toujours pas de réponse. Pourquoi exactement Nolan Wells s'est-il séparé de ses amis? S'est-il noyé? Y a-t-il eu intervention criminelle? Pourquoi aurait-il laissé son téléphone portable et ses clés à ses amis? Et cette enquête aurait-elle été traitée différemment si Nolan Wells avait été blanc? Nous examinerons toutes ces questions et d'autres en vous présentant une chronologie complète jusqu'à l'enregistrement. Commençons par qui était Nolan. Il est né le 19 août 2007, ce qui fait qu'il n'avait que 18 ans au moment de sa mort. Il a grandi à Ocean Springs, dans le Mississippi. C'est une ville côtière à l'est de Biloxi. Il a eu son diplôme de fin d'études secondaires tout juste l'année dernière, en 2025, puis a commencé l'université à Southwest Mississippi Community College à l'automne, où il était receveur dans l'équipe de football. Son entraîneur, Leigh George, a confié à People. Nolan était authentique. Dans la vie, on rencontre des personnes qui sont vraiment des gens simples et profondément bons, du genre à vouloir voir le bon côté chez tout le monde et à faire en sorte que les autres se sentent bien et acceptés. C'était exactement Nolan. Le 4 juillet, Nolan a décidé de célébrer la fête avec des amis, en visitant l'île Horn au large des côtes du Mississippi, dans le golfe du Mexique. Voici le vice-président national de la United Cajun Navy, Brian Trashore. Donc, l'île Horn, comme je l'ai dit, elle se trouve probablement à environ 10 ou 12 miles au large de la côte. Elle s'étend probablement du sud de la ville de Biloxi jusqu'à la ville de Pascagoula, qui borde les comtés de Harrison et de Jackson sur la côte du golfe du Mississippi. C'est une destination de loisirs très populaire. Elle est inhabitée. Il y a de très belles plages. Vous savez, quand il n'y a pas trop de vent, l'eau est assez claire. La température de l'eau était autour de 25 degrés, c'est le 4 juillet. Évidemment, c'est une journée très fréquentée, tout le monde est dehors. Mais oui, la seule façon d'y accéder, c'est en bateau ou, vous savez, peut-être en avion ou quelque chose comme ça. Mais la plupart du temps, les gens y vont en bateau et traînent tranquillement dans l'eau pour s'amuser. C'est pareil pour Ship Island. Ship Island se trouve juste à l'ouest. Et cette île possède un fort historique, le Fort Massachusetts, qui est là depuis 1861. C'est aussi un autre endroit populaire où les gens aiment passer du temps. Toutes les îles barrières au large des côtes du Mississippi le week-end, on y voit beaucoup de bateaux. C'est comme les Outer Banks des Carolines, une destination de loisirs très prisée. Selon The Guardian, Nolan est parti en bateau avec 3 de ses amis en direction de l'île Horn. Il serait arrivé vers 11h15 le 4 juillet. Ils sont restés sur l'île quelques heures, ont profité des festivités du 4 juillet et de la plage jusqu'au moment du départ. C'est alors que l'histoire se complique. Selon les données GPS, le bateau a quitté l'île Horn à 16h31, mais ce qui a précédé cet incident est déroutant. Donc, l'histoire qu'on m'a racontée, c'est qu'à environ 15 heures, le groupe d'amis avec lequel il était allé sur l'île a décidé qu'ils allaient partir.
Ils devaient rentrer et lui, Nolan, avait commencé à parler. On m'a dit que c'était une jeune femme, mais il parlait à d'autres personnes et il avait décidé de rester un peu en arrière. Je peux rentrer avec quelqu'un d'autre. Ils traînent tout le temps avec ce groupe. Ils sont allés sur cette île ensemble plusieurs fois. À l'époque, mais ça ne devait probablement pas sembler être un gros problème pour ses amis de dire OK, tu veux aller parler à cette fille et peut-être qu'elle pourra te ramener, alors c'est cool. On se revoit à la maison. C'est comme ça qu'on me l'a expliqué. Certains rapports disent exactement cela, que les trois amis ont décidé de rentrer en bateau et que Nolan a décidé de rester pour parler à une fille qui s'appelait Katie. Dans cette version des faits, Nolan prévoyait de rentrer sur le continent avec d'autres amis. Et une partie de cela peut être attribuée à une déclaration de la juge Ashley Cole, la mère de l'un des garçons qui sont partis sur ce bateau. Elle a publié une déclaration dont une partie dit, je cite, « Mon fils a vu Nolan pour la dernière fois vers 15 heures le 4 juillet. Ils sont partis vers 16h30 lorsque le bateau prenait l'eau et qu'ils ont eu un problème avec la pompe de cale. Nolan a pris la décision de rester sur l'île et de rentrer plus tard sur le continent avec un autre groupe d'amis. Et il y a un enregistrement d'urgence provenant du bateau qui montre qu'il prenait effectivement l'eau. Nous sommes en train de couler. Pouvez-vous tous venir, s'il vous plaît? Tout le monde est-il à bord et en bonne santé? Oui, tout le monde est descendu du bateau. Selon CBS News, le bateau a dû être remorqué jusqu'à la rive où il est arrivé à 18h06 le 4 juillet. Il a ensuite été ramené à son port d'origine, mais a été déplacé plus tard vers la rampe de mise à l'eau de Fort Bayou où il est arrivé à 19h19. Cela signifie que plusieurs heures se sont écoulées entre le moment où Nolan a été vu pour la dernière fois et l'accostage du bateau sur le continent. Et ce petit détail interpelle beaucoup de gens, y compris l'avocat pénaliste Tyler Bailey. S'il a été vu pour la dernière fois sur l'île à 15 heures, et apparemment, non seulement ils sont partis de là, ils sont allés dans une autre zone, puis ils sont allés accoster et se faire remorquer. Beaucoup de choses ont pu se passer entre-temps. Surtout si on met ça en relation avec les messages textes et l'historique Snapchat qui aurait été supprimé ou manquant sur son téléphone. Donc, il y a beaucoup de temps pour que les gens se mettent d'accord sur leur version, pour qu'ils parlent peut-être à un avocat ou à d'autres personnes de ce que doit être le récit à leur arrivée. Je spécule beaucoup car nous ne savons pas. Aucun interrogatoire de ces individus n'a eu lieu. Il n'y a eu aucune déclaration officielle qui a été publiée, mais il est clair qu'il s'est écoulé une période de temps significative entre le départ du bateau, la dernière fois que Nolan a été vu, et le moment où ce bateau est revenu à son propriétaire d'origine. Et nous en parlerons davantage au fil de l'épisode, de la possibilité que tout le monde ne dise pas la vérité ou que l'enquête n'ait pas été menée comme elle aurait dû l'être. Cela nous mène au premier point sur les informations contradictoires. Le premier rapport dit que Nolan est resté pour parler à Katie. Mais selon la famille de Nolan, la fille sur l'île, encore une fois, parfois identifiée comme Katie, a dit que Nolan lui avait dit qu'il quittait l'île pour retourner sur le bateau de son ami. Voici l'ancien détective Matt Irvine. Plusieurs choses se passent ici. D'abord, beaucoup de spéculations et de désinformations circulent dans cette affaire. D'après ce que nous entendons, il semble que cette image de la fête à la piscine, même si elle n'est sortie que le week-end du 4 juillet, a en réalité été prise environ une semaine plus tôt. Quelques questions persistent sur cet enregistrement, notamment sur qui se dispute pour récupérer le téléphone. L'ami affirme que c'était lui, pas Nolan Wells. Donc il y a beaucoup de spéculations et de désinformations qui circulent. Et puis, vous savez, en ce qui concerne les déclarations des personnes sur l'île, il faudrait vraiment creuser pour voir exactement ce qu'elles ont dit. Il semble que les amis aient dit aux forces de l'ordre que Nolan Wells voulait rester en arrière pour parler avec une jeune femme. La jeune femme aurait dit qu'il l'a quitté pour retourner rejoindre ses amis sur le bateau. Ce n'est pas forcément contradictoire. Les deux faits peuvent coexister. Si elle ne l'a pas réellement vu monter sur le bateau, cela ne veut pas forcément dire qu'il y est retourné et il se pourrait que quelque chose se soit passé en chemin. Donc il faudrait vraiment examiner les mots exacts que les gens ont utilisés pour décrire ce qu'ils pensent s'être passé. Et il n'est pas rare, dans un cas comme celui-ci, que différentes personnes aient des points de vue différents et que ceux-ci semblent être en conflit. La famille de Nolan affirme qu'il n'avait pas l'habitude de quitter ses amis. Sa mère a confié à Good Morning America « Nous ne pouvons pas y répondre. Je ne comprends pas pourquoi il aurait fait cela. » Son père a dit, je cite, « Nous lui avons toujours dit que s'il sortait avec un groupe, il devait rester avec le groupe. » Peu importe les raisons de la séparation de Nolan et ses amis, ils ont effectivement été séparés. C'est alors qu'un autre événement étrange survient. Le téléphone et les clés de Nolan se sont retrouvés chez ses amis.
Selon l'Associated Press, ses parents ont localisé son téléphone le soir du 4 juillet. Ils ont utilisé l'application Life 360 et ils ont retrouvé le téléphone avec l'un des amis de Nolan, mais Nolan était toujours introuvable. Et c'est quelque chose que l'avocat spécialisé en droit civique Joe Richardson n'arrive tout simplement pas à comprendre. Alors, mais est-ce qu'il a laissé son téléphone portable à l'autre groupe d'amis? Si c'est vrai, ce qu'ils ont rapporté, c'est que d'une manière ou d'une autre, le groupe d'amis qui l'a laissé est revenu avec son téléphone portable. Ils disent maintenant que l'endroit est isolé et qu'il y a peu de réseau. Je ne sais pas comment marche ton réseau mobile, mais si j'avais 19 ans, je garderais mon portable, que je crois qu'il marche ou non. Je ne penserais pas à le laisser. Donc c'est la plus grande question en ce moment. En fait, ce n'est que des preuves circonstancielles, si on peut dire ça. Ce n'est pas de l'ADN. Ce n'est rien de ce genre. Pourquoi ce gamin leur aurait-il laissé le téléphone portable si c'est vraiment ce qui s'est passé? Je n'étais pas là. Donc, ça soulève des questions très intéressantes. Et encore une fois, les choses deviennent encore plus étranges. Quand la mère de Nolan a récupéré le téléphone, elle aurait remarqué qu'un tas de choses avaient été supprimées. On parle de photos, de vidéos, même de publications récentes sur Snapchat. Alors, est-ce que toutes ces informations ont simplement été supprimées et existe-t-il un moyen de les récupérer éventuellement? Donc, il existe des experts et des programmes conçus pour extraire des données des téléphones portables. Certains programmes permettent de récupérer des données, même celles que l'on croyait supprimées. On peut ainsi obtenir de nombreuses informations d'un téléphone portable. Une partie dépend du téléphone lui-même, de la façon dont les données sont stockées, des choix que vous faites, par exemple avec une application comme Snapchat, selon que les éléments sont conservés ou supprimés. Certaines personnes sont spécialisées dans l'expertise judiciaire des téléphones portables et l'analyse médico-légale d'appareils électroniques. Elles sont très compétentes pour récupérer des données supposées supprimées. Outre ce qui est sur l'appareil, des informations supplémentaires peuvent exister sur les serveurs des réseaux sociaux et des fournisseurs télécoms. Donc, il y a beaucoup d'informations qu'on peut en tirer à la fois depuis le téléphone de M. Wells et depuis les appareils des autres personnes qui étaient présentes sur l'île à ce moment-là. Alors que le soleil se couchait le 4 juillet et que les heures passaient, la famille de Nolan n'avait toujours pas eu de ses nouvelles. Vers minuit le 5 juillet, la mère de Nolan a signalé sa disparition et les recherches ont débuté aussitôt. Alertés par les internautes, baigneurs et habitants sont invités à rester vigilants et signaler toute trace de Nolan. 5 juillet 2026, c'est important. Je sais que vous sortez en bateau aujourd'hui. Profitez de votre journée. Si vous allez vers Horn Island, j'ai besoin que vous gardiez un œil ouvert pour Nolan Wells, 18 ans. Jeune homme noir, environ 1,85 m, 80 kg. Il a été vu pour la dernière fois à l'extrémité nord de Horn Island. Les gars, il n'a pas encore été retrouvé. D'accord, il parlait pour la dernière fois à une fille à l'extrémité nord. Il est allé sur Horn Island hier avec des amis en bateau. On n'a pas eu de nouvelles de lui depuis près de 24 heures. Alors les gars, si vous êtes là-bas en train de pêcher, de faire du jet ski ou quoi que vous fassiez, restez attentifs. Si vous voyez Nolan, sa famille va être là-bas en bateau pour le chercher. Nous allons tenter d'envoyer des moyens aériens. Des moyens de surface sont déjà présents. Garde-côtes et police locale ont été informés. S'il vous plaît, ouvrez l'œil. Regardez l'affiche et les photos. Voyons ce que nous pouvons faire pour trouver ce garçon. Sa mère est morte d'inquiétude. Faisons ce qu'on sait faire. Tout de suite, l'équipe de la United Cajun Navy s'est occupée de l'affaire. Le dimanche 5 juillet, nous avons envoyé un spécialiste du sauvetage et un opérateur de drone sur un bateau et ils ont passé plusieurs heures là-bas sur l'île et autour de l'île et ils n'ont pas réussi à trouver d'indices. Donc, c'est ce que nous avons décidé de faire. Reconnaissance aérienne. Brian lui-même était dans les airs lorsqu'il a remarqué quelque chose d'étrange le lendemain, le 6 juillet. J'ai embarqué dans un avion monomoteur à voilure fixe et survolé la zone en quadrillage. Autour de l'île Horn, de l'île Sheep, qui sont des îles barrières, juste au sud de Biloxi et Pascagoula, dans le Mississippi, jusqu'aux îles Chandelier, qui font en fait partie de la Louisiane, mais qui se trouvent juste au sud de ces îles barrières. Et vous cherchiez le moindre signe d'activité. Et puis, oui, en survolant la pointe nord-ouest de l'île Horn, en repartant vers le nord, nous avons remarqué qu'il y avait quelques bateaux échoués sur la plage qui n'étaient pas là auparavant. Je voyais qu'il se passait quelque chose en bas. Nous avons alors fait un cercle au-dessus de la zone et de nombreux bateaux des forces de l'ordre sont arrivés. Avant qu'on s'en rende compte, ils avaient déjà une douzaine de bateaux sur la plage. Nous savions alors qu'ils installaient un centre de commandement. C'est alors que la nouvelle est tombée. Un corps avait été retrouvé. Je peux vous dire que j'ai commencé à survoler l'île, à l'endroit de l'île où le corps a été rejeté par la mer vers 6h30 du matin. Et je crois qu'il a été aperçu par un garde du parc à 8h45
Je pense qu'il a été rejeté par la mer pendant cette période, car nous survolions la zone en effectuant une sorte de quadrillage du nord au sud. Et je pense qu'il a simplement été rejeté par la mer. Et un garde du parc faisait juste sa ronde habituelle du matin. Mais aussi, étant donné la situation, je suis sûr qu'ils étaient un peu plus vigilants et probablement un peu plus sur leur garde sur l'île, sachant ce qui s'était passé et ce qui se passait. Mais oui, on m'a dit qu'il était environ 8h45 quand un garde l'a repéré, l'a signalé, parce que j'ai vu une longue file de bateaux de secours remonter vers le nord. Je suis désolé, il se dirigeait vers le sud-ouest, en direction de la pointe nord-ouest de l'île. Au début, je croyais que c'était une autre équipe de recherche qui partait, mais je pense qu'il répondait en réalité à cet appel. Au départ, ce n'était qu'un corps, pas encore officiellement identifié comme Nolan. J'ai vu le corps depuis environ 90 mètres dans les airs, donc je ne pourrais pas vous dire dans quel état exact il était. Je peux vous dire qu'il ne semblait pas imbibé d'eau. Il n'était dans l'eau que depuis quelques jours. Malgré cela, le bureau du shérif a affirmé n'avoir aucune raison de douter qu'il s'agissait de Nolan. Je pense donc qu'ils étaient assez certains que c'était lui. Je pense que la raison du retard dans l'annonce officielle, c'est que le coroner ne peut pas signer le certificat de décès tant qu'il n'a pas de preuve ADN confirmant que la personne déclarée décédée est bien celle qu'il pense. Donc je pense que c'est juste une formalité. Mais il a rapidement été confirmé que le corps appartenait à Nolan Wells. Sa mère a écrit sur Facebook: « Je remercie notre famille, nos amis, la communauté, la United Cajun Navy, les forces de l'ordre local et toutes les personnes impliquées pour tout l'amour, le soutien et les ressources fournies ces derniers jours. Son père, notre famille, nos amis et moi sommes absolument dévastés. Mon cœur est brisé pour mon cher fils qui était toujours prêt à encourager et à réconforter les autres. Nolan était une âme spéciale. Dieu a pris son temps pour créer notre fils. Je vous demande de laisser à ma famille et à moi le temps de faire notre deuil. » Son université a publié un communiqué. Toute la famille de Southwest a le cœur brisé alors que nous pleurons la perte tragique de Nolan Wells. Nolan était un étudiant, un athlète, un ami et un coéquipier exemplaire. Nous nous souvenons de Nolan comme d'un jeune homme très respecté, qui était très apprécié de ses amis, des professeurs et du personnel. Nous aimions Nolan et il nous manquera énormément à bien des égards. Nos prières accompagnent la famille Wells maintenant et dans les jours à venir. Et à ce stade, logiquement, une enquête sur les causes de la mort commencerait. Mais selon le médecin légiste du comté de Jackson, il n'y avait aucun signe évident de traumatisme sur le corps de Nolan. Le médecin légiste a déclaré à CNN, je cite, « Aucun acte criminel n'était suspecté. » Malheureusement, je pense qu'une déclaration précoce du bureau du shérif, quelque chose comme nous ne relevons aucun signe d'intervention criminelle ici, nous ne soupçonnons aucune intervention criminelle, c'est une déclaration prématurée. Je pense malheureusement que cela a laissé croire à certains qu'ils tiraient des conclusions hâtives. Le gros problème ici, c'est que l'annonce précoce de l'absence d'actes criminels, les éléments tirés du téléphone portable que la famille a reçu, je crois, quelques jours après la disparition de Nolan, ou la nuit même, je ne me souviens plus exactement du moment. Et la disparition des messages et données Snapchat. Et en permettant à des experts des deux parties ou à une extraction conjointe des données en même temps, cela va aider la famille à se sentir rassurée en sachant que toutes les données sont examinées et qu'elles ne sont pas traitées de façon fragmentée. Souvent, j'ai vu des cas où des données de téléphone portable ont été extraites et l'État dit « il s'agit d'autres données, ces informations ont été supprimées et nous ne pouvons pas les récupérer ». Mais ce n'est pas normal car l'expert en criminalistique peut voir ce qui a été supprimé, ce qui a été modifié dans les données. Le 7 juillet, une autopsie officielle a été réalisée. Au moment de cette interview, nous attendons toujours ces résultats. Et en attendant, beaucoup de gens se posent beaucoup de questions. Je pense que le rapport toxicologique sera également révélateur parce que vous savez, si vous êtes dans l'eau et que vous avez de l'alcool dans votre organisme, il peut être plus difficile de nager et des choses de ce genre. Donc, le rapport toxicologique va être très important. Et plus d'informations concernant l'autopsie sur la façon dont il a réellement, malheureusement, perdu la vie seront pertinentes pour les deux parties. Que l'État considère cela comme une preuve d'acte criminel ou que la famille le voit davantage ainsi. Preuve que l'État n'a pas mené une enquête approfondie et n'est pas disposé à engager des poursuites. Et tout cela soulève encore plus de questions sur la façon dont l'enquête sur la mort de Nolan a été menée. À tel point que la famille a engagé le célèbre avocat spécialisé dans les droits civiques, Ben Crump. Ben Crump est célèbre dans tout le pays. Je l'ai vu à San Bernardino, près de chez moi.
Mais là où les gens ont appris à le connaître au niveau national, c'est en Floride, vous savez d'où il vient. Mais il a des liens avec le Sud, bien sûr, des liens profonds avec le Sud. Il a fait ses études dans le Sud, il a traité des affaires au Mississippi, etc. Donc, il serait logique que Ben Crump ou quelqu'un comme lui puisse faire bouger les choses immédiatement et commencer à poser les bonnes questions, à mobiliser les bonnes ressources, à passer les bons coups de fil pour comprendre ce qui ne va pas dans une enquête. Donc, il ne s'agit pas seulement d'essayer d'atteindre ce que nous pensons être la vérité ou tout ce que nous pouvons en savoir, mais aussi de voir si quelque chose est fait différemment de la manière habituelle. Donc, il apporte tout cela. Nous avons l'honneur et le privilège d'aider à mener une enquête indépendante au nom de la famille de Nolan Wells. Même le célèbre révérend Al Sharpton s'est exprimé lors de la conférence de presse. Il est clair que cette situation doit faire l'objet de l'enquête la plus approfondie et objective afin de parvenir à la justice. Avec la famille de Nolan, ils ont annoncé une enquête indépendante financée par des personnalités majeures comme Tyler Perry, Spike Lee et Colin Kaepernick, afin de couvrir les frais funéraires et une seconde autopsie. Il n'est pas rare d'avoir plus d'une autopsie dans une affaire, et il n'est pas rare que les professionnels de santé ne soient pas d'accord entre eux. Il n'est pas rare que des scientifiques ou d'autres professionnels éminents divergent sur l'interprétation des faits dans une affaire. Je pense qu'il regarde des deux côtés avant de traverser la rue. L'un des éléments de preuve les plus importants, c'est le corps. Je ne veux pas paraître morbide ou quoi que ce soit, mais il y a une possibilité que si une noyade est évoquée et qu'il y a des traumatismes qui ne correspondent pas à une noyade, alors on sait que cela soulève plus de questions et crée plus de problèmes. Il y a aussi un argument selon lequel l'État du Mississippi, selon ce qui a pu se passer, selon ce qu'ils soupçonnent avoir pu se passer, mais qu'ils ne peuvent pas forcément prouver dans un sens ou dans l'autre, pourrait être incité à clore l'affaire. J'ai eu affaire à des affaires où l'on essaie de découvrir des informations et on se retrouve face à un coroner ou à des enquêteurs incendies, etc. Peu importe. Quand quelque chose correspond à un récit et qu'ils classent l'affaire, ils le font. On aimerait dire qu'on ne négligera aucun détail, etc., 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 mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, quelle est la meilleure façon de s'assurer que vous avez découvert toutes les informations possibles? Je pense que c'est parce que vous le faites et c'est pour ça qu'il faut faire une autopsie indépendante parce que, vous savez, il y a un scénario dans lequel, et on parle du Sud profond, on parle d'une période politique très tendue. On parle d'un enfant noir avec plusieurs enfants blancs. Il existe un scénario dans lequel il pourrait potentiellement y avoir quelque chose à cacher et quelqu'un pourrait choisir un camp à ce sujet. Mais le corps lui-même, théoriquement, pourrait au moins dissiper certaines inquiétudes sur la façon dont quelqu'un est mort, tu sais, etc. On peut dire que tu reçois sûrement les infos plus vite. Non seulement l'équipe de Crump a commencé à travailler sur une deuxième autopsie indépendante, mais ils ont aussi obtenu des avancées majeures du bureau du procureur du comté de Jackson. Nous venons d'avoir l'occasion de rencontrer la procureure Angel McLaughlin et certains membres de son équipe. Nous avons eu une réunion très respectueuse. Elle a expliqué à la famille qu'il y aura un grand jury auquel elle transmettra cette affaire une fois qu'ils auront recueilli toutes les informations et terminé leur enquête. Crump a également annoncé que lorsque le téléphone de Nolan sera examiné, ses experts seront également présents aux côtés de la famille. Ainsi, chacun recevra les mêmes informations simultanément. Cette procureure a dit qu'elle rencontre souvent des familles qui ont perdu des proches. C'est une chose qu'elle a effectivement déclarée. Mais dans cette affaire, vous avez un shérif qui a d'abord dit qu'il n'y avait pas d'intervention criminelle, puis la famille a exigé une enquête indépendante. Et ensuite, il y a une réunion à laquelle participe la famille et son avocat. C'est très significatif. Je pense que cela montre que la pression publique et l'attention nationale portée à cette région du Mississippi ont poussé le procureur à changer certaines choses. Elle aborde cela en rencontrant la famille de la victime et va même jusqu'à faire certaines choses conjointement avec la famille de la victime et leur avocat. Ce n'est pas courant dans des situations comme celle-ci. Beaucoup de choses à analyser ici. Commençons par le grand jury, une procédure secrète sans caméra. Nous ignorons la date exacte.
mais pouvons en faire une hypothèse raisonnable. Les procédures du grand jury sont secrètes. Il n'y aura donc, par exemple, aucune couverture médiatique du grand jury. Les avocats de la défense ne sont pas autorisés à être présents. L'avocat de la famille de la victime, Ben Crump, ne pourra pas être présent. Ce sera un procureur qui présentera l'affaire au grand jury qui a été constitué. S'il n'engage pas de poursuite, des questions se poseront forcément. On pourrait se demander si ce grand jury a reçu des informations biaisées pour conclure à l'absence de motifs suffisants pour procéder à une arrestation. Mais je pense que s'il juge qu'il y a des charges criminelles selon les éléments présentés, cela confirmerait certains des soupçons que beaucoup de gens ont sur la façon dont cela a été géré, et toutes les zones d'ombre qui semblent exister dans cette enquête et les suites de la mort de Nolan. Maintenant, les procureurs disposent de leur propre pouvoir d'appréciation. Ils ne sont pas obligés d'engager des poursuites en fonction de ce qui ressort de ces travaux du grand jury, mais il est possible que des poursuites pénales soient engagées. D'accord. Toute accusation criminelle liée à la disparition et à la mort de ce jeune homme ici pourrait être une accusation criminelle. Cela pourrait être une entrave à la justice. Très bien. Il pourrait y avoir des complices après coup. On ignore si ce sera un homicide ou un meurtre, mais des accusations criminelles pourraient suivre. Je pense que la famille souhaite juste une enquête équitable pour connaître la vérité. Et c'est pour ça que nous sommes tous ici pour la vérité, parce qu'il reste encore beaucoup de questions sans réponse. Et cela m'amène à mon point suivant, la vidéo. Maintenant, ce clip est apparu après la disparition de Nolan, montrant ce qui semble être une bagarre sur Horn Island avant que Nolan ne disparaisse. Et cela a provoqué beaucoup de remous. Y a-t-il eu une sorte d'altercation avant sa disparition? Eh bien oui et non, si l'on en croit Treston Shepard, l'ami de Nolan, qui a parlé à Good Morning America. Nolan n'était pas sur l'île à ce moment-là. Au lieu de cela, il s'agissait apparemment d'une bagarre avec un parfait inconnu et cela n'avait rien à voir avec Nolan. Maintenant, cette vidéo est entre les mains des enquêteurs. J'imagine qu'ils l'examinent très attentivement. J'imagine qu'ils font tout ce qu'ils peuvent, aussi bien visuellement qu'au niveau de l'audio, pour l'améliorer et déterminer qui parle. Et j'imagine que ce n'est qu'une toute petite partie des preuves électroniques qu'ils examinent dans cette affaire. Je veux dire, si vous avez un groupe de jeunes qui partent en voyage sur une île, j'imagine que tout le monde a des téléphones. Tout le monde enregistre et publie des choses sur les réseaux sociaux. Même si le compte de Monsieur Wells sur les réseaux sociaux semblait silencieux une partie de cette période. Une partie de ces interactions a forcément été capturée par d'autres personnes. C'est comme ça que les jeunes socialisent aujourd'hui. Tout finit en ligne. Treston a expliqué pourquoi les amis de Nolan avaient son téléphone. Ils ont déclaré à GMA « Tous nos amis sont là-bas, avec qui communiquer, et nous sommes dans de l'eau salée, pas douce. » Quand Nolan est allé dans l'eau, il a posé son téléphone sur le bateau avec probablement une quinzaine d'autres téléphones. Normalement, les jeunes ont toujours leur téléphone avec eux et allumé, mais je pense qu'entrer dans l'eau serait une exception. Tu ne vas pas aller dans l'eau avec ton téléphone dans la poche. Donc, l'idée qu'il l'ait laissé à quelqu'un ou sur un bateau s'il allait se mouiller est tout à fait logique. Nous avons dit que Tristan s'est exprimé tout comme Ashley Cole, la juge du comté de Jackson. J'ai déjà lu une partie de sa déclaration, mais je souhaitais y revenir car elle en a publié plusieurs. La première disait en partie, je cite, « Notre famille ainsi que la communauté pleurent la perte de Nolan Wells. Nos pensées et nos prières accompagnent la famille de Nolan. Notre fils Warren aime profondément Nolan. Il me semble nécessaire que notre famille clarifie certaines rumeurs avec des faits, vu l'attention sur les réseaux sociaux qui détournent du deuil des Wells. Personne dans notre famille n'essaie, de quelque manière que ce soit, d'entraver l'enquête menée par les forces de l'ordre ou de gêner la famille et les autorités dans leur recherche de réponse. Warren a été interrogé par les services du shérif du comté de Jackson et a pleinement coopéré. Les juges évitent généralement les déclarations publiques en raison de leur fonction. Et il est intéressant qu'elle fasse cette déclaration. Et je vous parie 10 contre 1 que le comté de Jackson est probablement un endroit assez petit, au sens figuré, sinon littéralement, où je vous parie 10 contre 1 qu'elle connaît le procureur. Elle connaît un procureur. Ou le procureur la connaît. Elle connaît un enquêteur. L'agence d'enquête ou l'agence d'enquête la connaît. Et elle connaît le coroner, le bureau du coroner, ou le bureau du coroner la connaît. Donc, quand on met tout ça ensemble et que je fais partie de la famille du défunt, ça ne me rassure pas forcément. Je pense qu'il y a deux choses sur lesquelles on peut être d'accord en ce moment entre ces familles et ses parents. Je ne pense pas qu'ils voulaient que le fils meure. D'accord.
Et je crois qu'ils comprennent tous les deux que la juge non plus ne veut pas que son enfant aille en prison. Donc tout cela se passe, ce qui rend la transparence liée à l'enquête d'autant plus importante. Et même si elle a présenté cela comme quelque chose qui ramènerait l'attention sur la famille, elle évoque le chagrin familial, mais pas la justice pour eux. Donc, il y a une différence ici en termes de ce qui se passe. La façon dont on voit les choses dépend de l'endroit où l'on se trouve. Et je ne pense pas qu'elle avait besoin de s'en mêler du tout. Elle a décidé de le faire, mais je pense que cela en dit long aussi, potentiellement. En plus de cela, Ashley a partagé plusieurs captures d'écran de menaces de mort présumées envers son fils et d'autres personnes après la mort de Nolan. Pour tout le monde, vous savez, vos spectateurs, il faut vraiment essayer de limiter les discussions et les théories du complot au minimum. Oui, il faut découvrir ce qui est arrivé à Nolan entre 15 heures et la dernière fois qu'on l'a vu. Sa famille mérite de savoir ce qui s'est passé et comment il a vécu ces derniers moments. Mais ses amis, proches depuis l'enfance, reçoivent des menaces de mort de personnes les accusant de choses horribles. À ce stade, nous ignorons tout. Laissons les forces de l'ordre agir et révéler les faits, c'est ce que nous demandons au public. Selon People Magazine, pas plus tard que jeudi, le FBI a commencé à enquêter sur ces menaces de mort. Une porte-parole a déclaré que dès le début, nous avons soutenu le comté de Jackson dans la recherche d'informations et de réponses pour la famille Wells et la communauté. Le FBI restera prêt à aider les enquêteurs du JCSO dès qu'ils demanderont notre soutien, en particulier lorsque les ressources fédérales pourraient accroître leur capacité à apporter des éclaircissements et de la tranquillité d'esprit aux proches de Nolan. Et c'est vraiment là où nous en sommes en ce moment, en attendant les résultats préliminaires de l'autopsie, puis les résultats de la toxicologie et plus tard encore les résultats de l'autopsie indépendante. En réalité, nous ne sommes qu'au début de l'enquête. Eh bien, je m'attends à ce que l'expertise des téléphones et autres supports électroniques prenne probablement des semaines, voire même des mois, selon la quantité de données concernées. Et cela dépend aussi, vous savez, du nombre de personnes disponibles pour examiner toutes ces données. Cela pourrait en soi prendre beaucoup de temps. L'autopsie elle-même, du moins l'autopsie préliminaire, à la fois l'officielle et celle privée commandée par la famille, devrait être terminée ou presque terminée maintenant ou très bientôt. Mais il y a des étapes supplémentaires, comme l'analyse toxicologique par exemple, qui peuvent encore prendre plusieurs semaines. Donc cela va prendre du temps. Je pense qu'il est probable que d'autres témoins potentiels soient identifiés en plus du groupe d'amis qui est allé sur l'île avec M. Wells. Ces entretiens peuvent durer plusieurs jours ou semaines. De nouveaux entretiens sont probables car obtenir des informations d'une personne peut les amener à revenir clarifier ou confirmer avec quelqu'un déjà interrogé. Donc, je pense qu'on parle probablement de plusieurs semaines, tant pour l'enquête du shérif du comté de Jackson que, espérons-le, pour l'enquête indépendante demandée par la famille et par M. Crump. J'espère que cela ne prendra pas beaucoup plus de temps. Dans ce genre d'affaires, il arrive que, même avec toutes les informations, aucune réponse claire n'apparaisse. Je veux dire, par exemple, si la conclusion est qu'il s'est noyé, eh bien, c'est une cause de décès. Ce n'est pas un mode de décès, n'est-ce pas? On peut se noyer accidentellement, on peut se noyer par suicide, on peut se noyer par homicide. Donc, à la fin, il se peut qu'on ait tous les faits, mais qu'on n'ait toujours pas de réponse qui satisfasse la famille en deuil ou les autres personnes préoccupées par ce qui s'est passé. Wow! Il y a beaucoup à assimiler dans cette affaire. De nombreux faits, une chronologie complexe, beaucoup d'informations. Mais il y a une personne qui suit cette affaire depuis le tout début et c'est Jessie Weber de Law and Crime, animatrice de Sidebar, qui nous rejoint aujourd'hui dans Scandale. Jessie, merci d'être revenue. C'est vraiment un plaisir de te voir. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Cette affaire mérite beaucoup d'attention et me semble vraiment déroutante. Il y a beaucoup d'allers-retours et de désinformation. Je suis donc content d'être ici pour partager ce que je crois savoir actuellement. Et tu es la personne avec qui je voulais le plus en parler parce que, évidemment, ça dure depuis le 4 juillet, c'est maintenant la mi-juillet, crois-le ou non. Il y a eu des mises à jour et j'ai suivi tous les épisodes de Sidebar. Revenons à ta première couverture de l'affaire. Quelles étaient tes premières impressions? Écoute, c'est vraiment une affaire bouleversante et malheureuse. Quelles que soient les conclusions ou ce que l'enquête révélera sur les raisons de la mort de Nolan Wells, c'est une tragédie. 18 ans, athlète, joueur de football universitaire, adoré par sa famille, adoré aussi par ses amis. D'ailleurs, j'espère simplement que, quelles que soient les circonstances, nous puissions faire toute la lumière sur ce qui s'est passé.
Mais une jeune vie a été perdue. Il était simplement censé sortir fêter avec des amis avant de retourner à l'école, avant de reprendre l'entraînement de football. Et c'est une situation vraiment, vraiment bouleversante. Et je dois vous dire que je me sens vraiment mal pour la famille, parce que ce n'est pas seulement une famille qui essaie de faire face à la perte de leurs proches, la perte de leur fils, mais ils n'ont pas confiance dans les forces de l'ordre. Ils ont ressenti le besoin d'engager un avocat extérieur, ce qui est particulièrement dévastateur et particulièrement préoccupant. À présent, eux et cette affaire sont sous les projecteurs de façon très particulière. Je veux dire, quand on pense à toute la logistique, il a 18 ans, donc il est légalement adulte. Mais toi et moi, si on remonte dans le temps, à 18 ans, on se sent adulte, mais on reste encore des enfants, tu vois? Il faisait tout bien, traîner avec ses amis. Je suis allée à la plage le 4 juillet comme tout le monde, on s'amuse beaucoup. Et puis, pour ses parents et sa famille, devoir traverser tout ça et, comme tu l'as dit, essayer de gérer tout ça. En plus, il y a toute la dimension policière. D'accord, discutons de l'enquête et de quelques détails. Pour commencer, c'est étrange pour moi, et je pense pour beaucoup de gens, que son téléphone et ses clés soient avec ses amis. Ils ne sont pas avec lui. Qu'en penses-tu? On pourrait dire que c'est étrange. On pourrait dire que c'est étrange que si on suit le récit selon lequel il aurait quitté le bateau pour aller parler à une fille sur Horn Island et la suivre, pourquoi n'aurait-il pas pris ses affaires avec lui? Maintenant, son ami, M. Shepard, Tristan Shepard, a parlé avec ABC News et je crois aussi avec Rolling Stone, et il a essentiellement dit que ce n'est pas inhabituel. Quand on va dans l'eau salée, on ne prend pas son téléphone avec soi. Si tu regardes, il y a des millions de téléphones. Tous les téléphones des amis sont tous sur le bateau. Et avec qui d'autre allait-il communiquer? Il communique avec tout le monde là-bas. Maintenant, certains disent, écoutez, c'est un adolescent. Comment se fait-il qu'il n'ait pas son téléphone avec lui 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? S'il parle à une fille qu'il vient de rencontrer ou connaît peu, ne voudrait-il pas prendre son numéro? J'ignore les circonstances. Elle ne s'est pas manifestée publiquement. Ben Crump, qui représente la famille, a indiqué qu'ils ont parlé avec elle et qu'elle pourrait donner une version un peu différente de la nature de leur relation ou de leur conversation. Il faut voir les choses ainsi. Oui, c'est inhabituel. Nous comprenons que c'est la famille de Nolan qui a pu récupérer son téléphone grâce à l'application Life 360 et que le téléphone se trouvait avec ses amis. Donc je comprends pourquoi il y a de la confusion. Je comprends aussi pourquoi cela suscite des soupçons. Mais je dirais aussi, vous savez, sur cette île, dans cette zone isolée, n'est-ce pas? On ne peut y accéder que par bateau. Il n'y a aucun développement commercial. Est-ce inhabituel que si vous montez et descendez d'un bateau, vous n'ayez pas votre téléphone? Mais encore une fois, quel est le résultat final? Il n'avait pas son téléphone et apparemment, il n'est pas revenu avec ses amis sur ce bateau, ce qui est étrange. Je veux dire, présenté comme ça, j'y pensais, justement. Chaque été, je fais un voyage entre filles avec mes amis de la fac. On va au lac et en y réfléchissant, je laisse mon téléphone sur le bateau. Je ne l'ai pas avec moi parce que je vais le mouiller. Je suis maladroite. Je vais le faire tomber dans l'eau. Nous toutes, on traîne avec nos amis. On discute entre nous. On laisse nos téléphones sur le bateau. Donc, quand tu le dis comme ça, d'accord, ça a du sens. Mais la suite ne me paraît pas logique. J'ai vu dans certains rapports que certains messages, Snapchat ou photos auraient été supprimés. Qu'est-ce que tu peux me dire à ce sujet? Donc, je pense que ça ne vient pas officiellement des forces de l'ordre, ça vient de la famille de Nolan. Je ne sais pas exactement pourquoi ils le pensent, mais regarde ce qui se passe. Ben Crump a annoncé cette semaine que lui et les forces de l'ordre sont tombés d'accord pour qu'il y ait une inspection conjointe du téléphone, ce qui signifie que les enquêteurs de l'État ainsi que les enquêteurs et experts privés de la famille examineront le téléphone. Et l'un des aspects intéressants concernant le téléphone et les données numériques en tant que preuve, c'est qu'elles peuvent être facilement récupérées. Alors que, par exemple, si vous avez, disons, un vêtement, l'ADN peut être compromis, les empreintes digitales peuvent être compromises. Si quelqu'un efface des données d'un téléphone ou d'une appli, nous savons tous les deux, après tant d'affaires, que ce n'est jamais vraiment supprimé. Des preuves montrent qu'un élément a été supprimé ou effacé, ce qui peut constituer une preuve clé. Donc, le fait que vous allez avoir 2 examens conjoints du téléphone, je pense que ça va être assez crucial. Maintenant, à quoi cela va-t-il mener? Je n'en suis pas totalement sûr. Est-ce qu'il y a quelque chose sur ce téléphone qui va fournir un élément de preuve sur ce qui est réellement arrivé à Nolan? Peut-être, peut-être pas, j'en doute. Mais au minimum, vous savez, c'est une avancée qu'ils aient au moins son téléphone, ce qui, comme on le sait dans de nombreux cas différents, en particulier les affaires de personnes disparues, n'est parfois pas le cas. Je pense qu'il sera intéressant de voir ce que le téléphone révélera.
Si quelque chose a été supprimé du téléphone, cela montre-t-il une conscience de culpabilité? Pourquoi l'avoir supprimé? Que s'est-il passé? Beaucoup de questions subsistent. Et d'accord, on continue d'en parler parce que cette information, tu as raison, vient de Ben Crump, que la famille de Nolan Wells a évidemment engagé. Ils se sont montrés assez francs. Alors parlons de Ben Crump. C'est un nom très connu dans ce domaine. Pourquoi crois-tu qu'ils ont choisi de l'engager ou de le contacter? C'est une excellente question. Ben Crump est un grand nom. C'est un grand nom, il fait beaucoup de bruit, il fait des déclarations publiques, il attire l'attention sur ses affaires. Et si l'objectif pour la famille n'est pas seulement d'avoir un avocat comme intermédiaire ou relais pour obtenir des informations des forces de l'ordre, mais aussi d'aider, vous savez, à engager des experts et à obtenir les services d'un médecin légiste indépendant. Nous savons qu'ils envoient le corps de Nolan à Washington, D.C. pour une autopsie indépendante. La valeur de Ben Crump, c'est qu'il attire l'attention sur cette affaire. Et si vous ne croyez pas que les autorités du Mississippi vont être minutieuses dans cette enquête, s'il y a une inquiétude qu'elles tirent des conclusions hâtives en disant qu'il n'y a pas eu d'acte criminel et qu'elles vont s'en laver les mains et passer à autre chose. Si vous le faites venir et qu'ils disent « Attendez une minute, non, je vais organiser des conférences de presse, tout le monde parlera de Nolan Wells », cela met plus de pression sur les forces de l'ordre pour mener une enquête approfondie. Cela ne signifie pas qu'ils accuseront quelqu'un d'avoir tué Nolan ou d'être responsable de sa mort, mais ils devront être minutieux et mobiliser les ressources nécessaires, car c'est une famille qui souffre et qui veut des réponses. Je veux dire, tu as raison. Cela a attiré l'attention. Je veux dire, tu as fait combien d'épisodes de Sidebar sur cette affaire? Il y a article après article. Les gens en parlent, au minimum. Et j'aimerais aussi te poser une question à propos de cette deuxième autopsie. Donc, bien sûr, il y a l'autopsie officielle qui est réalisée, tu sais, par les forces de l'ordre, par le médecin légiste, je devrais dire. Et maintenant, une deuxième autopsie est également en cours. Maintenant, les conclusions de celle-ci, je vais un peu trop vite, mais disons qu'il y a une affaire criminelle ici. Les conclusions de cette deuxième autopsie, est-ce qu'elles seraient automatiquement acceptées ou, enfin, comment ça fonctionnerait exactement? Donc, pour l'instant, afin de déterminer s'il y aura des poursuites pénales, tout dépend vraiment de ce que va conclure le médecin légiste de l'État, de ce que va déterminer le médecin légiste de l'État. Si le médecin légiste de l'État examine le corps, et je pense qu'il pourrait y avoir quelques complications parce qu'on ne sait même pas encore où Nolan est mort, ni quand, n'est-ce pas? Était-il? Est-il mort dans l'eau? Est-il mort sur un bateau? Est-il mort sur la terre ferme? Mais même dans ces circonstances, si vous parlez d'une noyade, est-ce que son corps pourrait fournir des réponses sur le fait qu'il ait été maintenu sous l'eau ou poussé dans l'eau? Le shérif a dit qu'il n'y avait pas de signe évident de traumatisme d'origine homicide, donc il est difficile de savoir ce qui est arrivé à Nolan. Mais s'il y a quelque chose provenant de l'enquête du médecin légiste de l'État, de leur autopsie qui détermine qu'il a été tué, qu'il y a eu acte criminel, c'est à ce moment-là que des poursuites seront engagées. Maintenant, s'ils déterminent qu'ils ne voient rien, et d'ailleurs, ils attendent aussi les résultats toxicologiques, ce qui serait également intéressant. Mais s'ils ne déterminent rien, ce serait à la discrétion du procureur de dire que nous ne pensons pas qu'un crime ait été commis. Alors que si l'enquête privée, l'autopsie privée détermine non, nous avons trouvé des signes de traumatisme, ceux-ci seront évidemment présentés au bureau du procureur et ils devront en tenir compte. Mais vous voyez combien de fois couvrons-nous des affaires, des procès, où différents médecins légistes arrivent à des conclusions différentes sur la cause et les circonstances du décès? Donc cela devient une question. Vont-ils présenter cette affaire à un grand jury? Veulent-ils engager des poursuites? S'il y a une divergence, cependant, et que cela devient public, qu'il y a une divergence entre les autopsies, cette affaire n'ira nulle part de sitôt. Cela soulèvera plus de questions et mettra davantage de pression sur les forces de l'ordre. D'accord, je suis contente que tu m'aies remise à ma place parce que j'ai effectivement sauté des étapes. Et comment avons-nous... Je ne sais même pas. Vraiment, je ne pense même pas que tu l'aies fait. Tu l'as fait. C'est toi qui m'apprends tout ça. Je suis contente, Jessie, car il faut parler du grand jury. J'ai sauté cette étape, il faut en discuter. Récemment, Ben Crump et son équipe ont tenu une conférence de presse en annonçant avoir rencontré le procureur. À ce moment-là, nous avons indiqué que tout le monde serait là pour l'extraction des données du téléphone portable. Ensuite, il semble que l'affaire pourrait aller devant un grand jury. Et c'est là que les choses deviennent un peu folles parce qu'on ne peut pas vraiment diffuser ça en direct. Ce n'est pas comme si on allait connaître la date parce que les procédures du grand jury sont évidemment secrètes. Alors, à quoi tout cela ressemblerait-il? Je veux dire, sont-ils même obligés d'engager des poursuites? Le bureau du procureur, si le grand jury accepte, que penses-tu de tout ce qui concerne le grand jury? Donc, en supposant que ce soit vrai, parce que je ne crois pas que
La procureure elle-même l'a confirmé, mais en supposant que ce soit vrai, et il ne serait pas inhabituel que quelque chose comme ça se produise. Rappelle-toi, Ben Crump a dit qu'après l'enquête du shérif, le procureur présenterait l'affaire à un grand jury. Ils ne sont pas tenus de le faire. Ils doivent décider s'il existe des motifs raisonnables de penser qu'un crime a été commis. S'ils présentent l'affaire à un grand jury, comme tu l'as mentionné, la procédure est secrète et le seuil requis est bien plus bas. Les grands jurys ne cherchent pas à prouver un crime au-delà de tout doute raisonnable. Il faut seulement établir qu'il existe des motifs suffisants de penser qu'un crime a été commis avec une majorité de jurés, pas l'unanimité. S'ils reviennent, la question se pose. Quelle charge serait retenue? Vous savez, si je parle de la mort de Nolan Wells et que je parle d'un grand jury, les gens disent « Mon Dieu, accusation de meurtre, homicide involontaire, homicide par négligence ». Vous avez peut-être raison. Il existe différentes théories sur qui a contribué à la mort de Nolan, si c'est le cas, et dans quelle mesure. Mais aussi, ne supposez pas automatiquement que les accusations seraient directement liées à sa mort. Il pourrait y avoir falsification de preuves, il pourrait y avoir mensonge à la police, il pourrait y avoir une accusation qui fait partie de l'enquête, mais qui n'est pas directement liée à la mort de Nolan. Donc, encore quelques éléments. Premièrement, nous verrons quels seront les résultats de l'enquête du shérif. Nous verrons s'il présente l'affaire à un grand jury. Ce n'est pas toujours certain qu'un grand jury rende même un acte d'accusation. On dit toujours qu'un grand jury peut rendre un acte d'accusation contre un simple sandwich au jambon parce que le seuil est si bas, mais ce n'est pas toujours garanti. Et s'il y a des accusations, ne supposez pas automatiquement qu'il s'agira simplement d'une accusation liée à un homicide. Cela pourrait aussi être autre chose. C'est un excellent point. Je veux dire, nous avons parlé du téléphone portable. Nous avons parlé de messages potentiellement ou prétendument supprimés. Donc, il y a beaucoup de possibilités différentes. Et pour être clair, je ne dis pas que quelqu'un a commis un crime. Je ne dis pas que quelqu'un a supprimé des preuves ou menti à la police, mais c'est juste quelque chose à laquelle je pense. Oui, tout à fait. Nous devons simplement garder l'esprit ouvert à tout cela. Et cela m'amène à ma prochaine question aussi. C'était vraiment intéressant qu'au début, les autorités aient déclaré qu'il n'y avait aucun signe de acte criminel. Je veux dire, ils ont dit que son corps ne montrait aucun signe évident de traumatisme grave ou quoi que ce soit qui aurait sauté aux yeux immédiatement. Ils ont dit qu'il n'y avait pas de acte criminel. Et ça a un peu lancé la machine où les gens se sont demandé, est-ce que cette enquête est vraiment menée correctement? Et maintenant, évidemment, on a parlé de la première autopsie, de la seconde, du rapport toxicologique, de tout ça. Quelles infos voulons-nous voir émerger? Quelles questions attendent des réponses immédiates? Donc, tout d'abord, je trouve intéressant qu'ils aient fait cette déclaration. Et je trouve ça intéressant aussi. Je pense que le gouverneur s'est exprimé récemment cette semaine pour la première fois sur Nolan Wells et a dit « Écoutez, je n'ai pas tous les détails, je ne sais pas tout à ce sujet, mais rien de ce que j'ai vu n'indique qu'il y ait eu acte criminel. » J'ai découvert cet extrait hier soir sur News Nation et en ai discuté dans mon émission Sidebar aujourd'hui. Après l'écoute, Chris Cuomo demande « Pourquoi tu parles si tu ne sais pas? » C'est vrai, pourquoi faire une telle déclaration? Tu sais. Certaines personnes les forces de l'ordre pourraient dire, tu sais, enfin, en gros... Ils se défendraient et diraient « Il n'y a pas d'acte criminel, c'est une enquête en cours. » Qu'est-ce qu'on veut savoir? Tout d'abord, on veut savoir pourquoi tout le monde garde le silence, sauf Shepard, l'ami de Nolan Wells. Oui. Pour les autres, on ignore leurs propos et les témoignages. Sont-ils cohérents ou contradictoires? La fille, la jeune femme à qui Nolan parlait apparemment, pour qui il a quitté le bateau, qu'a-t-elle à dire? Donc les déclarations des témoins comptent, d'accord? Comment cela correspond-il aussi à ces nouvelles données que nous avons obtenues? Les données GPS suivent les mouvements du bateau et l'audio des communications indique apparemment que le bateau prenait l'eau ou avait un problème. Les déclarations correspondent-elles à la chronologie? Premier point. Le second concerne l'autopsie. Y a-t-il le moindre indice d'acte criminel? Y a-t-il la moindre indication de traumatisme chez Nolan Wells? Et encore une fois, un corps resté dans l'eau dans cet environnement pourrait aussi compliquer les choses. Ce sont des questions auxquelles, plus que quiconque, la famille a besoin de réponses. La famille doit savoir ce qui est arrivé à leur fils. Et donc, ce sont ces éléments que nous allons rechercher. Quand nous aurons ces réponses, ce n'est pas encore tout à fait clair. Vous savez, Ben Crump a dit que les résultats de l'autopsie indépendante devaient sortir la semaine dernière, mais il a ensuite dit que non, c'était retardé à cause de problèmes comme l'annulation de vol. Nous aurons peut-être les résultats de l'autopsie indépendante avant ceux du médecin légiste de l'État, car ils attendent les résultats toxicologiques. Mais ce sont ces choses-là auxquelles nous devons faire attention et voir aussi ce que le shérif a à dire sur l'enquête.
Je veux dire, je pense que tu as dit quelque chose de vraiment poignant, à savoir que cette affaire ne va pas se résoudre de sitôt parce que, avant tout, la famille veut et mérite des réponses. Les personnes les plus proches de lui, je veux dire, on en a parlé au début de notre entretien, le fait que tout le monde dit que ce gars était tellement charismatique, il était tellement drôle, il était vraiment génial. Et pour qu'une vie soit fauchée à 18 ans, on veut savoir pourquoi, ce qui s'est passé. Et je suppose qu'il y a un autre aspect dans tout cela aussi. J'ai vu des rapports disant que le FBI enquête. C'est selon le magazine People. Ils ont publié un article hier disant qu'il y a eu des menaces de mort contre certains amis ou personnes impliquées. Et je sais qu'on en a parlé dans mon épisode. Tu as évoqué dans l'épisode Sidebar qu'Ashley Cole, juge, a publiquement parlé de ces menaces de mort, peu importe. Je veux dire... Car son fils semblait présent ce jour-là. Oui. Donc, juste pour être clair, il y a deux choses qui se passent en même temps, n'est-ce pas? Vous avez M. Shepard qui dit que lui et ses amis ont reçu des menaces. Le FBI, selon des médias comme TMZ, enquête sur des menaces. Ils n'ont pas dit à qui elles étaient adressées et ils n'ont pas précisé la nature de ces menaces. Donc, est-ce que c'est la même chose? Je ne sais pas. Ça pourrait être différent. Mais ce que je comprends, c'est qu'il y a deux aspects à cela. Et je pense aussi que le FBI pourrait examiner certaines des preuves numériques dans cette affaire, ce qui est bien parce qu'ils ont d'excellentes ressources. D'accord. C'est une affaire qui a pris une ampleur qui lui est propre. C'est une affaire qui a vraiment suscité beaucoup de théories du complot, suscité beaucoup d'opinions. Il y a des gens qui ont déjà tiré leurs propres conclusions, ce qui, à mon avis, est pour le moins dérangeant. Et je dirais simplement, attendez de voir ce qui va se passer. Attendez simplement de voir ce qui va se passer. Ne cherchez pas à régler ça vous-même. Vous savez, il y a déjà beaucoup de regards tournés vers cette affaire. Il y a déjà beaucoup de... Il me semble qu'il y a deux enquêtes distinctes, l'enquête indépendante de la famille et celle des forces de l'ordre. Ces témoins sont interrogés d'une manière ou d'une autre. Ils vont aller au fond des choses, ou du moins, j'espère qu'ils iront au fond des choses d'une manière ou d'une autre. Prenons un peu de recul, parce que la pire chose qui pourrait arriver, c'est que le public s'implique de manière inappropriée. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'y intéresser. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire pression sur les forces de l'ordre pour des réponses. Mais si vous commencez à harceler les différents acteurs impliqués, premièrement, c'est totalement inadmissible. Et deuxièmement, cela pourrait potentiellement contaminer l'affaire et l'affecter. Ne le faites pas. Regardez simplement ce qui se passe, faites des recherches, étudiez, suivez notre couverture, mais ne contactez pas directement, ne harcelez pas et ne menacez personne impliquée. Il n'en sortira rien de bon, absolument rien, surtout si au final, tout le monde est d'accord pour dire que c'est juste un accident tragique et qu'il a peut-être fait une chute et s'est noyé. Même si la famille soulève des points de vue très intéressants, vous savez, des discussions à ce sujet, des questions à ce sujet. S'il était un athlète de haut niveau, qu'il savait très bien nager, il y avait du monde autour. Comment se fait-il que personne n'ait rien vu? Ce sont des questions légitimes. Je veux dire, je pense que tu as raison. Toi et moi, on a couvert tellement d'affaires où les réseaux sociaux, tu sais, s'en emparent et s'emballent. Et ensuite, il y a de la désinformation qui circule. Et pour appuyer ton propos, tu sais, cela pourrait nuire à l'intégrité de l'enquête, ce qui ici est d'une importance capitale. Nous devons juste être patientes, prendre du recul et attendre, en espérant que les faits s'assemblent, parce qu'au minimum, la famille mérite tout cela. Il ne s'agit pas d'attaquer ceux qui ont créé des chaînes ou gagné des abonnés en suivant des affaires. Mais il y a une différence entre faire cela et avancer des choses ou reprendre un récit ou une opinion sans preuve à l'appui. Je veux dire, je vais vous le dire tout de suite, si je voulais que Sidebar triple ses vues, je pourrais le faire. Je pourrais mettre un titre accrocheur, dire que cette personne est responsable et simplement montrer. Mais vous savez... Ce n'est pas éthique. Ce n'est pas ce que nous faisons. Et c'est très facile de faire ça sur les réseaux sociaux. Honnêtement, c'est pour ça que je voulais t'avoir, Jessie. Tu fais un excellent travail. On en parle aux réunions du matin, tu vérifies les faits de chaque épisode et tu t'assures qu'on a tout. Quand je pense à Sidebar, je me dis que Jesse Weber gère. Il a fait les recherches, rassemblé les faits. Merci d'être venu dans Scandale, de nous avoir guidés dans cette affaire et de nous avoir donné ton point de vue. Avec plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci beaucoup d'en avoir parlé. Tu fais un excellent travail. Voyons où ça va mener. Voyons où ça va mener. Et c'est là que l'épisode d'aujourd'hui de Scandal nous laisse pour l'instant. Si tu as aimé ce que tu as vu et que tu veux en voir plus ou me retrouver sur les réseaux sociaux, tu peux me trouver sur des plateformes comme Instagram sous le nom de Sierra Gillespie. Merci d'avoir regardé l'épisode d'aujourd'hui de Scandale. Comme toujours, je suis votre hôte, Sierra Gillespie, et je vous dis à la prochaine.